Bon, on va commencer. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ce moment autour de la qualité du lait en élevage biologique. Donc, je m'appelle Hervé Quintin, je suis responsable technique à BCA l'Ouest autour de la qualité du lait. Je vais vous présenter mon collègue, je vais laisser Gaëtan se présenter. Oui, donc Gaëtan Ploto, je suis donc conseiller d'élevage à BCA l'Ouest, donc sur une zone autour de Quimper, la Cornouaille, je suis spécialisé en agriculture biologique. Donc, le thème de la présentation, c'est la qualité du lait en élevage biologique. On va commencer par une présentation un peu générale sur la Bretagne, la production de lait biologique, la qualité du lait, qu'est-ce que ça veut dire pour du lait bio, et puis des moyens de maîtrise, les points qui sont importants à vérifier. Un petit focus sur la monotraite, qui est un outil qui peut être intéressant pour les éleveurs, non bio, mais aussi en bio. Et puis un exemple avec un partage de pratiques de Gaëtan en tant que conseiller. Alors, les données aujourd'hui sur la Bretagne, c'est à peu près 770, 780 élevages. On continue d'avoir des installations régulières, mais beaucoup moins que sur les dernières années. On a eu, entre autres, 2 vagues en 2010 et 2017 de conversion forte. Donc, on n'a plus les mêmes populations qu'il y a 20 ans ou qu'il y a même 10 ans. On n'est plus sur le même profil d'élevage. Des gens qui ont de l'expérience, qui sont là depuis certains plus que 20 ans même, et d'autres qui découvrent et qui démarrent. Donc la Bretagne, le Grand Ouest, c'est une région laitière, mais c'est aussi une région très forte en bio, et donc avec des attentes particulières. Bien sûr, les systèmes herbagés de nos régions favorisent l'élevage bio. Au niveau national, on est sur les mêmes tendances. Le Grand Ouest pousse sur la croissance de l'élevage bio. Donc, on a bien des pionniers historiques, on les a appelés comme ça, et puis des convertis plus récents. C'est intéressant puisqu'il y a des gens qui ont vécu des choses, mis en place, parfois de manière compliquée à certaines époques. Et ceux qui arrivent aujourd'hui vont bénéficier, entre autres, de la montée en compétences, que ce soit des éleveurs, mais aussi nous, conseillers également. C'est exactement comme en robot de traite. Au début, on ne connaissait pas. Aujourd'hui, on connaît. La part de maïs qui a pu augmenter avec les derniers installés tend à diminuer après la conversion. C'est ce qu'on constate. Les gens partent d'un système, mais quand ils commencent à s'installer en système bio, ils voient leur intérêt à augmenter la part d'herbe. La sécurisation donc, de la disponibilité fourrage est quand même un problème dans certains cas. Alors, la maîtrise du co-alimentaire est importante, d'autant plus en bio, mais là, c'est des données d'une étude récente en Rhône-Alpes qui montrait que le prix du lait bio ne faisait pas tout et qu'il y avait des écarts importants sur le revenu des éleveurs, qui s'expliquent bien sûr par la maîtrise du co-alimentaire, mais aussi par la qualité du lait. Les éleveurs du quart supérieur produisaient plus de lait puisqu'ils en dégradaient moins et qu'ils avaient moins de pertes de production, et donc un meilleur revenu puisqu'ils diluaient aussi les charges sur un lait qui était mieux produit, mieux valorisé. Alors en France, on a des choses assez particulières. Nos prix du lait sont assez cycliques et on a à la différence de l'Allemagne, cette sinusoïde qu'on retrouve sur toutes les dernières années. Ce n'est pas juste les 3 années qui sont notées. Si on remonte sur 10 ans, on retrouve cette fluctuation qui impacte et qui aussi peut entraîner des périodes où on est tenté de mettre tout le lait possible dans le tank et au détriment de la qualité. Donc attention à cette prise de risque. Alors, sur les données BCA l'Ouest, on voit qu'on a des périodes un peu plus sensibles. On a toujours un écart à peu près moyen entre les éleveurs. Donc, en bleu, vous avez les éleveurs conventionnels BCA l'Ouest. Donc, c'est les données tank à lait. Et donc, vous avez un écart qui est plus marqué sur une période, on va dire, qui va de à peu près juin à octobre. Voilà.
On est sur des périodes de stress alimentaire, de chaleur, de fin de lactation également. On voit que ça a tendance à être plus délicat sur ces périodes-là. Par contre, sur les données temps calais, on a toujours à peu près des éleveurs qui sont autour de la grille du premier seuil de paiement de grille SIL-Ouest. On comprend que le tri du lait est important pour éviter justement le trop de pénalités. Mais justement, il permet de tenir des niveaux corrects sur les livraisons. Alors, quelques données plus précises sur la qualité du lait. Donc ça, c'est des données BCL Ouest récentes. On a des troupeaux qui sont un petit peu moins grands qu'en élevage conventionnel, mais on voit qu'on a augmenté beaucoup le nombre de vaches. On est à 70, plus de 70 aujourd'hui, alors qu'il y a 10 ans, on était quasiment de moitié. Donc on n'a plus les mêmes troupeaux qu'au départ. On a des données qui sont assez proches. Alors, j'ai mis plus sensible, mais là, on a 6% de variation. Sur 70 vaches, on est à une vache et demie. Donc on est quand même très proche sur la gestion de la qualité du lait dans les élevages bio. Là où c'est très marqué, c'est les gains en prévention santé. On voit que chez les éleveurs bio, on a des frais vétérinaires qui sont réduits, et donc on a un côté économique qui est quand même assez marqué. Alors, plus en détail, on voit qu'il y a toujours donc, cet écart donc de 20-23 000 cellules. On a des éleveurs un peu plus pénalisés, mais il faut regarder aussi l'inverse. Si vous regardez 37% d'élevage bio pénalisés, ça veut dire qu'on en a bien 63 qui ne sont pas pénalisés. Donc on a quand même 2/3 des adhérents bio qui livrent du lait sans être pénalisés et avec une bonne qualité. Quelques difficultés malgré tout sur les autres germes. Sur les autres critères, on voit que c'est un petit peu plus délicat. Ce qui est plus problématique, c'est plutôt la partie germe, puisque là, on est 3 fois supérieur à ce qu'on constate. Les germes, c'est des choses qui sont normalement liées à la machine à traire et au lavage, et donc qui devraient être quasiment identiques. L'incidence qualité est donc un peu moins nette en bio. C'est l'effet volume hein, qui est plus important sur la partie conventionnelle. Également pour la partie taux, on a une incidence composition qui est proportionnellement au volume, donc moins marquée. Si on regarde par contre la sensibilité des élevages au fur et à mesure de l'année, on se rend compte que les éleveurs bio sont un peu plus au niveau de la moyenne, et on a un peu plus de cas de pénalité cellules, même si les éleveurs en moyenne sont quand même bons, on est un peu plus juste. On constate que par contre sur les butyriques, on est sur des situations qui sont assez similaires, que ce soit pour les éleveurs conventionnels ou bio, sur la gestion de cet accident qui peut arriver. Alors, quelques données de nos voisins et confrères du 35, pour vous montrer qu'on a des choses assez similaires. Alors là, c'est peut-être une année particulière sur 2018-2019. C'est la dernière que j'avais sous la main. On a des choses à peu près équivalentes de l'écart entre les bio et les conventionnels. C'est ce qu'il faut se rappeler. Il y a toujours à peu près on est assez similaires, mais avec un petit écart. Donc le lait bio, c'est un gage de qualité et de production durable. Qu'est-ce que c'est la qualité du lait? C'est l'essence même du bio, hein, le lait bio. C'est respectueux de la nature et des hommes et des sols et des animaux. Et ça doit être un produit sain et durable. Donc la qualité du lait, c'est une qualité sanitaire, sans contaminants, sans pesticides. Donc ça, c'est des règles générales pour les deux productions, mais plus poussées entre autres sur le bio. Donc on est plus exigeant en tout cas que le conventionnel sur la qualité sanitaire.
c'est une qualité bactériologique, donc ça c'est équivalent, c'est l'absence de pathogènes, de spores butyriques ou de leucocytes dans le lait. Et puis c'est aussi des conditions différentes sur la partie physico-chimique pour la transformation, donc que ce soit pour l'acidité, pour les caillés ou la cryoscopie pour le lait de consommation. On a eu justement cette année pas mal de travail autour de la gestion de la cryoscopie avec des changements de grille et des systèmes qui ne sont pas forcément évidents à gérer au moment de la mise à l'herbe. Et c'est un domaine qui est assez compliqué à suivre. Alors, la qualité nutritionnelle est importante. On a donc un lait bio qui est plus riche en oméga 3 et en acide linoléique, qui sont des éléments bénéfiques pour la santé. Donc, c'est bien la science. Le lait de pâturage est bon pour la santé et c'est un argument important, la qualité nutritionnelle. Alors, c'est bien sûr le développement durable et la qualité environnementale. La meilleure diversité, la biodiversité est favorisée par les systèmes herbages et bio de nos régions. C'est beaucoup moins d'antibiotiques, voire pas du tout dans certains élevages qui ne traitent plus d'antibiotiques depuis qui ne traitent plus à l'antibiotique depuis plusieurs années. Donc, c'est des gens qui ont fait beaucoup de travail pour arriver à cette situation-là. On n'y arrive pas en une fois. Et puis, c'est un produit qui doit être sain et bon. Le lait cru, entre autres, est impactant pour la qualité des fromages. Et donc, le lait à l'herbe ou au foin est bien meilleur que, en tout cas, dans nos régions. Et puis, c'est deux autres qualités qui sont importantes. Hein, c'est le respect animal, le bien-être et des meilleures longévités. On va pousser moins nos animaux pour les faire durer plus longtemps, et c'est bien une des promesses qu'on fait au grand public. Et puis, c'est important, c'est la qualité de vie et de revenus pour l'éleveur. Donc, le lait bio porte des promesses fortes pour le consommateur. Mais attention, il y a d'autres labels qui existent, que ce soit des laits de prairie, des laits de foin, des laits BBC. Chaque lait a sa caractéristique. Et donc, le lait bio a tout intérêt à porter haut ses valeurs et à assurer une qualité du lait exemplaire pour justement continuer à se démarquer et à valoriser le travail de ses producteurs. Attention, en France, le lait bio, c'est des élevages plus familiaux, plus petits aussi, mais on n'est pas aux États-Unis ou en Allemagne de l'Est où vous avez des élevages de 400 vaches en Allemagne de l'Est ou plus, ou celle-ci que j'ai pris en exemple, 12 000 vaches. Ils font du bio, ils respectent du bio. Alors, c'est à l'américaine. C'est audité peut-être 2-3 fois par an, mais bon, des règles qui sont quand même un petit peu extensives, et c'est pas le modèle forcément qui est souhaité aujourd'hui, entre autres en France et par nos producteurs. Donc, on a une concurrence diverse. On a des grilles de paiement qui peuvent être incitatives, à la différence du conventionnel, en tout cas pour les deux laiteries que j'ai citées. On est bien dans l'idée d'avoir une valorisation du produit et l'assurance pour le consommateur d'avoir un produit de haute qualité. C'est bien une image et des valeurs qui sont à maintenir fortes pour que l'ensemble de la filière s'y retrouve et que la qualité du lait soit bien un succès en bio. Alors, les éléments pour maîtriser la qualité du lait en bio. Alors, on va avoir quelques données et puis des bonnes pratiques. Donc, oui, on a moins de mammites en bio, mais on a aussi des éleveurs qui réfléchissent à 2 fois à utiliser de l'antibiotique. Donc, ils vont chercher des solutions alternatives. Donc, on a les méthodes complémentaires qui peuvent être utilisées, et clairement, on l'a vu avec les frais vétérinaires qui étaient moindres. Le bio arrive à la promesse d'utiliser peu ou pas d'antibiotiques et d'avoir une meilleure santé pour les animaux. On est toujours un petit peu plus sensible, donc vous voyez que sur des données
tarissement et de vélage, on a des taux qui sont un petit peu plus sensibles. Donc, on va faire en sorte de maintenir la santé pendant la lactation parce que on sait qu'on va être un petit peu moins bon sur les guérisons. Puisqu'on va essayer d'utiliser moins d'antibiotiques. Et par contre, ce qui est un peu plus gênant, c'est les infections au tarissement, où là, on est sur du logement des taris, pas que, mais il y a sûrement du travail à faire sur cette partie prévention au tarissement. Alors, des données qui étaient issues d'un groupe non bio, mais BCL Ouest avait travaillé sur un projet RADAB avec un groupe d'éleveuses et on a montré que la formation, les échanges entre éleveurs, l'utilisation des méthodes complémentaires bien comprises et bien appliquées permettait de réduire l'usage des antibiotiques en élevage. Et ça, c'est typiquement ce qui est applicable en bio. Donc, les éleveurs qui seraient intéressés pour passer en bio parce que leur système très herbagé leur permet de l'envisager à court terme, sachez que on arrive à réduire l'usage des antibiotiques et à changer de vie. Donc aujourd'hui, c'est clair que la qualité du lait, elle est présente. Il reste des marges de progrès. Les élevages sont assez hétérogènes. On va avoir des éleveurs bio qui n'ont pas de pénalité. Moi, j'ai un éleveur bio, ça doit faire plus de 10 ans qu'il n'a pas eu de pénalité qualité du lait. Il a quasiment jamais traité de mamite. Donc voilà, il ne sait même plus ce que c'est un tube intramamaire. Donc on y arrive, mais on n'y arrive pas tout de suite. Il y a des choses à mettre en place et il y a des moyens de trouver des solutions. L'impact de la qualité du lait en bio, elle est importante. Aujourd'hui, on estime à 230 € le coût d'une mamite, mais l'impact pour des éleveurs bio, il est bien plus important. On a des risques de déclassement, de réforme. On a plus de difficultés à guérir puisque l'arsenal de solutions ne va pas être le même. Et c'est surtout le risque de contaminer le reste du troupeau qui est bien plus impactant. On a réalisé une enquête en 2020 avec une étudiante de licence pro, Chloé Denu, qui nous avait fait un travail intéressant sur les pratiques des éleveurs, donc, et dans l'idée de rechercher justement quelles étaient les bonnes pratiques et quelles étaient les pistes de progrès. Donc, sur la préparation des trayons, on a des choses qui sont assez variables. Par contre, ce qui est important, c'est de bien savoir quand l'adapter et quand changer de pratique. Voilà. Entre les éleveurs qui disent aucun nettoyage, c'est aucun nettoyage à certaines périodes, mais ils sont capables de rebasculer sur des pratiques individuelles, lavette ou lingette, quand ils sentent que ça dérive. Mais on est aussi sur un public qui a des analyses régulières et qui donc sait quand ça commence à dériver. Donc les pratiques de traite, entre autres les premiers jets, ben oui, on a quand même pas mal d'éleveurs qui le font assez régulièrement, mais on a près de 30% des élevages où c'est fait de manière moins régulière. Donc là, on est sur un risque qui est latent, et donc on risque de réagir un peu trop tard, et entre autres avec des méthodes complémentaires, c'est toujours important de réagir vite pour accompagner la vache dans la guérison qu'elle pourrait faire d'elle-même. Si vous attendez que la mamite soit bien installée, c'est toujours plus compliqué d'aider la vache à s'assainir. Sur la désinfection des griffes, il y a encore, c'est un des points qui nous semble à travailler, comme par exemple le port de gants. On a des éleveurs qui ne le font pas systématiquement. Alors, on n'est pas là pour vendre du produit ou du matériel, mais plutôt de dire attention, en fonction de votre situation, il y a peut-être des choses qui sont à remettre en place et à ne pas faire l'impasse sur ces choses-là. Bien connaître le statut des vaches est important. Donc les traitements au tarissement, donc c'était quand même un grand
un grand succès de voir que les éleveurs utilisent moins, voire zéro, voire à peine un traitement par vache et par an. Donc sur un panel qui était quand même intéressant. Et puis bien sûr, toutes les vaches qui étaient en critères bio. Donc ce critère est quand même bien un succès important et qui doit servir d'exemple aussi pour des conventionnels. Souvent, je dis aux éleveurs conventionnels, si les bio y arrivent, c'est qu'il y a des marges de progrès. Alors, les méthodes complémentaires sont majoritairement utilisées, alors de manière variable, ça dépend des affinités, mais vous avez des éleveurs qui n'en utilisent pas du tout, parce que leur système aujourd'hui est stable et qu'ils n'ont pas plus de contamination et de besoin d'aller chercher d'autres méthodes. Ces méthodes sont quand même intéressantes parce qu'elles ouvrent sur d'autres choses, sur la connaissance de l'animal, sur l'observation des signes. On est bien sur de la prévention. On n'est pas, on n'utilise pas l'homéopathie ou l'aromathérapie comme un seau d'eau sur un feu. Non, c'est des méthodes qui doivent aider l'animal justement à être en état de combattre ce qui pourrait lui arriver. C'est des techniques malgré tout très complexes et la formation est nécessaire. Donc les formations, elles existent à BCL Ouest, elles existent chez d'autres organismes, que ce soit les chambres d'agriculture, les GAB ou d'autres organismes conseils en élevage. C'est vraiment des choses importantes. On ne part pas bille en tête en utilisant ce type de méthode. Il faut bien les comprendre pour qu'elles soient justement des succès. Le risque serait de vouloir remplacer des méthodes allopathiques d'aujourd'hui sans comprendre pourquoi on utilise d'autres méthodes et comment. Donc c'est bien un équilibre à trouver dans l'ensemble des critères. La qualité du lait en bio, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un travail de tous les jours et à maintenir. Et bien sûr, chaque élevage peut avoir des situations différentes et il faut comprendre quelle est la situation d'un élevage pour voir pourquoi chez lui ça marche et pourquoi chez un autre on a plus de difficultés. Alors les grands points qu'on rappellera dans la maîtrise de la qualité du lait, donc c'est autour de la santé de la mamelle, le logement, la résistance, l'immunité, la partie de tarissement et puis la partie machine à traire et pratique de traite. Donc sur le logement, donc, on est sur des recommandations qui sont très proches du conventionnel. On va aller rechercher un couchage confortable et un entretien régulier pour éviter d'avoir des contaminations dans le logement. Il va falloir être d'autant plus exigeant puisque on n'a pas un arsenal d'antibiotiques derrière pour essayer de pallier à des pratiques qui auraient pu être moins précises ou moins régulières. La tonte, par exemple, des mamelles et des poils de queue, c'est quelque chose qui en bio est quand même bien fait. Dans l'étude de notre stagiaire, c'était des choses qui étaient faites assez régulièrement. Donc cette partie permettait d'avoir des vaches qui étaient aussi plus propres pour venir à la traite. Alors, toute cette partie logement peut être auditée via des méthodes type signe de vache qui donnent à l'éleveur des méthodes pour justement mieux comprendre ce qui peut être travaillé et ce qui marche. La santé de la mamelle, évidemment, c'est éviter d'amener des microbes dans l'élevage en connaissant le statut des animaux qu'on pourrait faire rentrer. C'est la biosécurité. Il y a des élevages qui n'ont jamais de tels microbes parce qu'ils n'en ont pas dans leur élevage et ils en sont bien contents. Donc, c'est des situations qui sont à tenir. Les historiques santé par vache permettent de comprendre et de savoir à quel moment il faut réagir. C'est pas quand le tank commence à être en feu rouge qu'il faut savoir sur quel animal réagir. Je suis un grand fervent des tests plateaux. C'est un outil qui est simple, économique et qui permet de savoir justement quel est le quartier qui peut être problématique et si on doit intervenir sur une vache et de pouvoir la surveiller.
Donc c'est des choses qui sont à faire régulièrement, ça ne veut pas dire à chaque traite et tous les jours, et c'est surtout sur quels animaux on va les faire. Les analyses pour connaître les germes de l'élevage sont aussi des éléments qui sont peu utilisés aujourd'hui. Les éleveurs n'ont pas ce réflexe d'aller comprendre quel est l'ennemi qui interagit dans leur élevage, et celui qui a pu leur poser problème l'an dernier n'est peut-être pas le même aujourd'hui. Donc il y a des marges de progrès à faire pour connaître justement les populations de bactéries qui infectent les troupeaux à certains moments. Et puis, très important, le lien avec votre vétérinaire traitant qui doit vous faire comprendre quel est le protocole de soins le plus adapté dans votre élevage, de façon justement à mettre les méthodes complémentaires en équilibre avec les traitements qui pourraient être nécessaires et obligatoires sur certains animaux. La machine à traire et les pratiques de traite, des choses qui sont parfois un peu laissées de côté. Si vous regardez la petite photo que j'ai mis en haut, là, des manchons qui étaient largement dépassés au niveau de leur durée de vie. Et honnêtement, si mon doigt est ressorti dans cet état-là, c'est qu'il y en avait aussi dans le lait. Voilà, donc c'est des choses qui sont parfois oubliées, mais qui permettent de maintenir une qualité du lait qui est irréprochable. La partie eau potable aussi, avec régulièrement des élevages qui se retrouvent avec une montée de mammites ou de cellules et on ne comprend pas d'où ça vient. Et en fait, il arrive que même les pompes à chlore posent problème et il faut s'en assurer. La traite, c'est bien un métier. Il faut qu'elle soit identique toute l'année et par tout le monde, de façon à ce que l'éjection du lait soit efficace et qu'elle n'agresse pas, et que la traite n'agresse pas les trayons. Donc je remets un point important sur le port de gants. J'ai régulièrement des éleveurs qui mettent en place le port de gants et qui nous disent quelques mois après qu'ils ont rien qu'avec ça baissé de 50 000 cellules. Et pourtant, ils étaient bons et ils ont encore amélioré leur situation. Et certains éleveurs qui ne reviendraient jamais en arrière sur cette pratique-là. Sur la partie tarissement, donc c'est souvent un peu le parent pauvre des élevages. On les laisse un peu loin du cœur et loin des yeux. C'est des vaches qui devraient être aussi bien traitées, aussi bien logées que les vaches en lactation, d'autant plus que c'est votre revenu de l'année qui suit. Donc la partie logement des taris est un point aujourd'hui qui est à travailler dans beaucoup d'élevages. C'est pas toujours facile au niveau de la place et l'entretien, mais c'est quand même un point à ne pas négliger. Les obturateurs de trayons qui sont un outil, on va dire, qu'on a appris à connaître depuis plus de 15 ans, qui a eu au départ peut-être quelques échecs, mais parce qu'ils étaient mal appliqués. Et depuis qu'on a recalé sur ces pratiques, on voit des éleveurs qui en sont extrêmement satisfaits et avec justement une réduction antibiotique importante puisqu'ils vont protéger les mamelles jusqu'au tarissement. Et un antibiotique au tarissement ne protégera jamais votre vache jusqu'au vélage. Donc l'arrêt de la traite est également important et bien surveiller les taris. C'est quand même dans les premiers jours qu'on peut se retrouver avec des mammites plus graves et donc c'est bien cette surveillance des taris qui est importante. Donc sur la résistance et l'immunité, je pensais laisser la place à mon collègue Gaëtan pour cette diapo. Gaëtan ? Oui. Donc l'idée, bien sûr, c'est de pouvoir favoriser les défenses naturelles de la vache. Donc il y a un travail qui est possible sur la partie génétique où on arrive à approcher et à améliorer nos critères cellules, mammites, morphologie et santé mamelle de manière générale. On sait que la choix de la race et les croisements peuvent améliorer les choses sur ces volets-là. On sait qu'il y a des races qui sont plus propices à une meilleure santé mamelle. On peut également se poser la question des vaccins. Il existe des vaccins aujourd'hui qui agissent contre les mammites selon les situations. Et
les fondements même de l'alimentation, la nutrition, avec un bon soutien des besoins de la vache, ses besoins physiologiques, et soutenir les animaux au moment clé de leur lactation favorise aussi leur immunité, notamment l'équilibre énergie-azote dans la ration. L'idée, c'est voilà, bien sûr de renforcer le métabolisme, l'immunité, c'est ça qui va faire que la vache va se défendre contre les agressions qu'elle va recevoir, et pouvoir la faire résister aux périodes de stress également. L'idée, c'est vraiment de remettre l'animal au cœur de la démarche et des observations qu'on peut effectuer. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir avancer avec les méthodes alternatives autant que possible et faire que tout se passe bien, pouvoir se remettre en cause quand ça ne l'est pas pour avancer et obtenir de meilleurs résultats demain. Merci Gaëtan. Donc un petit focus sur la monotraite, donc également un travail de cette année là, sur un panel d'élevage bio. Donc c'était de comprendre un peu dans notre région quel était l'impact et l'intérêt pour les éleveurs. Donc on a différentes monotraites et principalement en bio, où on va avoir des pratiques où certains ont une monotraite toute l'année, donc avec des pratiques très particulières. Alors la monotraite du dimanche soir ou du dimanche matin est aussi pratiquée en élevage classique, mais elle est couramment utilisée en bio en tout cas. Les résultats sont intéressants puisque que ça soit en monotraite partielle sur une période ou en monotraite permanente, on a alors évidemment une baisse de production, mais on a des taux qui sont un peu plus élevés et surtout on a un temps de travail qui est quand même très marqué. La partie locaux est un peu variable et c'est vraiment la situation de départ qui va impacter. Et on voit que en monotraite permanente, l'impact est quand même stabilisé. Les vaches se calent sur un système. En monotraite partielle, on va voir une période d'adaptation et on peut avoir quelques vaches qui dérivent en locaux parce qu'elles étaient infectées avant et que la monotraite qui arrive les perturbe un petit peu dans cet équilibre-là. Donc là, c'était pour rappeler donc justement l'impact de la monotraite avec un gain qui était sur des périodes très intéressantes comparées à des éleveurs bio sur les mêmes périodes. Donc on a quand même un gain important puisqu'on le voyait, la marge brute est de 30 € de plus sur cette période-là avec la charge de travail différente, en sachant que dans ces élevages-là, il y avait eu de la préparation pour passer justement à la monotraite au bon moment. Et une alerte quand même sur les niveaux cellulaires qui peuvent être inquiétants. Donc là, vous les voyez en rouge, on a sur des périodes de monotraite partielle des montées en cellules qui sont à surveiller. Donc c'est possible, c'est un outil, c'est à bien préparer et c'est des choses qui sont connues et on peut accompagner les éleveurs là-dessus. Alors sur cette partie, je vais laisser la parole à Gaëtan sur son expérience de conseiller d'élevage et l'accompagnement spécialisé en bio. Voilà, donc l'idée pour moi, c'est de faire le lien avec ce que vient d'aborder Hervé et de remettre, de faire la transition avec la pratique terrain. Donc j'ai l'impression d'avoir un petit décalage sur l'apparition des diapos. Donc l'idée, c'est les questions qu'on se pose en général autour de la qualité du lait, c'est que faire en cas de problème. Donc bon, faut rappeler que c'est un sujet qui est complexe et multifactoriel. Donc les différents éléments de qualité du lait qui sont mesurés aujourd'hui et qui impactent le paiement du lait lorsqu'on livre du lait bio à une laiterie, ce sont les cellules, l'analyse des comptages cellulaires, la quantification des germes, des butyriques, la mesure de la lipolyse, la cryoscopie et les inhibiteurs. Donc, les questions majeures, elles tournent souvent autour des comptages leucocytaires. Donc, que faire en cas de comptage leucocytaire supérieur à la normale? Dans un premier temps, l'idée, c'est de pouvoir cibler les vaches qui sont infectées en réalisant des analyses régulières, de pouvoir consulter ces historiques leucocytaires sur les vaches qui nous posent problème, de pouvoir objectiver quand est-ce qu'elles s'infectent. Est-ce qu'on a plutôt des infections qui se déroulent en lactation ou au contraire au tarissement? Donc voilà, il faut bien comprendre
d'où ça vient et quel est l'historique de chaque animal, et puis de pouvoir essayer de comprendre comment elles s'infectent. Donc pour ça, on utilise des petits graphiques qui nous permettent de mettre en évidence d'éventuelles dégradations de la situation leucocytaire. On voit par exemple le pourcentage de vaches à plus de 800 en leuco, et on a différents seuils successifs, hein, les vaches entre 3 et 800, les vaches entre 100 et 300 000, et ça nous permet de déterminer parfois des périodes dans l'année où on a des risques accrus de contamination, là notamment en septembre 2020 dans le tableau présent. Donc ensuite se posent deux questions. Quand on a des contaminations leucocytaires, on peut avoir des contaminations qui se déroulent au tarissement. Et donc, pour ça, on peut utiliser un outil qui est très intéressant, qui nous permet d'objectiver l'efficacité du tarissement. Donc en fait, sur le graphique qu'on a ici, sur la première ligne, on va regarder les comptages leucocytaires des vaches avant leur tarissement. Le tarissement, c'est la ligne bleue au milieu du graphique. Et donc, sur la première ligne, on avait 31 vaches qui avaient un comptage leucocytaire inférieur à 300 000 avant leur tarissement. Et ce qu'on peut observer, c'est que 25 d'entre elles ont un premier contrôle en début de lactation inférieur à 300 000. Par contre, 6 vaches sur les 31 se sont contaminées, disons, elles ont un comptage cellulaire supérieur à 300 000 après leur tarissement. Donc ça pose question, voilà. Et puis la ligne du dessous où on a 9 vaches qui elles étaient infectées avant le tarissement, disons avec un comptage leucocytaire supérieur à 300 000, on arrive, semble-t-il, à rattraper 5 d'entre elles qui vont avoir un premier contrôle après tarissement inférieur à 300 000, mais cependant 4 restent infectés. Donc l'idée, le seuil que nous on met sur l'indice de nouvelle contamination, entouré en rouge en bas à droite du graphique, c'est d'obtenir moins de 10% de nouvelles contaminations au tarissement. Donc là, dans le cas présent, les 6 vaches qui sont infectées posent question et on peut s'interroger sur ce qui n'aurait pas fonctionné au moment du tarissement. Donc l'idée, c'est de pouvoir zoomer sur ces animaux concrètement et de reprendre un petit peu leurs historiques. Donc pour ça, on a un tableau qui nous permet de rebalayer finalement tous les comptages cellulaires de ces animaux. Et là, donc, on a entouré en bleu 4 animaux sur les 6 qui se sont, semble-t-il, infectés sur la période estivale. Hein. Elles ont été taries entre juin et juillet. Et puis, les comptages leucocytaires du mois d'août nous montrent qu'on a des infections, alors soit qui se sont déroulées au tarissement, soit en début de lactation. Donc, la question que moi je vais me poser avec les éleveurs, c'est voilà, comment s'est déroulé le tarissement, est-ce qu'il y a eu des injections intramammaires ou pas, quelle était la qualité du logement après le tarissement. Et là, en l'occurrence, la réponse de l'éleveur, il avait en fait mis des obturateurs donc sans antibiotiques. L'idée, c'était juste de couvrir la période chaude de l'été, où il savait qu'il allait y avoir des risques de couchage réguliers aux mêmes endroits, des animaux en prairie, sous les arbres. Donc, par le fait de mettre un obturateur, il souhaitait sécuriser cette période-là. Donc, pour aller plus loin avec lui sur cette partie-là, j'ai déroulé une série de questions. Voilà, comment s'était déroulée la mise en place des obturateurs. Donc, en l'occurrence, ça avait été fait au cours de la traite plutôt agitée. On était en juin et juillet, il faisait chaud, il y avait des mouches, tendance aussi à avoir des bouses sur les quais. Donc voilà les éléments autour de la mise en place des obturateurs. Ensuite, quelles étaient les conditions des vaches taries, les conditions de logement des vaches taries après leur tarissement. Bon, en l'occurrence, elles étaient en prairie avec un lot qui était déjà en prairie, un lot tari qui était déjà présent. Et puis, derrière, c'est de pouvoir dérouler. Alors, dans quelles conditions les vaches ont-elles vélé? Elles avaient vélé dans la même parcelle, hein, en prairie, avec leurs congénères. Et l'idée, c'est de faire aussi un petit focus sur l'alimentation. Donc là, en l'occurrence, ça avait une herbe pâturée avec une dominante de graminées et puis du foin à disposition. Voilà. Donc à partir de ces éléments-là, l'idée, c'est de pouvoir mettre en évidence des dysfonctionnements. Et donc, la question qu'on s'est posée avec l'éleveur dans ce cas-là, c'était déjà de réfléchir sur l'intérêt de la mise en place des bouchons. Est-ce que, au vu des comptages leucocytaires qu'on avait, est-ce que finalement ça valait le coup d'en mettre ou pas, puisqu'on voyait que les seuils de vigilance n'étaient pas atteints. On rappelle que le de vigilance pour une multipare, c'est moins de 150 000 leucocytes au moment du tarissement, et le seuil pour les plupart, c'est moins de 100 000
leucocytes au moment du tarissement. Donc derrière ça, on s'est posé des questions et puis on a revu le protocole de tarissement avec le tarissement des vaches, donc qui se fait plutôt après la traite de l'ensemble du troupeau, c'est-à-dire que on traite tout le monde, on sépare les animaux qui sont à tarir et on les fait revenir en salle de traite après la traite. Donc là, les locaux ont été nettoyés, on est au calme, on est serein pour faire le tarissement. L'éleveur donc s'équipe de gants et utilise les lingettes désinfectantes qui sont mises à disposition pour être dans les conditions d'hygiène optimales et être le plus propre possible. Et puis, de pouvoir adapter une alimentation au tarissement, donc là, de l'herbe pâturée, du foin libre à disposition, et également l'apport minéraux adapté au vétérinaire. On connaît notamment le rôle du zinc dans la synthèse de la kératine, qui permet de bien fermer le canal du trayon. Donc ça, c'est des éléments importants à prendre en compte, au-delà de l'impact sur la qualité du colostrum, qui permet au veau de pouvoir bénéficier de tous les anticorps nécessaires. Donc ça, c'était un cas sur la partie où on avait des contaminations au tarissement, mais il arrive aussi qu'on ait des contaminations en lactation. Donc là, l'idée pour moi, c'est d'analyser les pratiques et les conditions de vie pour essayer de comprendre l'origine du problème, quels éléments pourraient impacter l'introduction de germes pathogènes dans la mamelle. Donc, il y a des questions autour du logement. Hein. Je rappelle que le cahier des charges de l'agriculture biologique impose de mettre à disposition au moins 6 mètres carrés par vache en air paillé. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir un couchage propre, hein, comme on peut voir sur la photo. Là, on a une aire paillée qui est propre, qui est sèche. Donc, autour de ce volet-là, ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir contrôler les températures. L'idée, c'est de viser des températures inférieures à 35 degrés pour éviter le développement de germes pathogènes dans la litière qui pourraient contaminer les animaux dans leur mamelle. Ensuite, il est intéressant d'aborder les pratiques de traite. Y a-t-il une préparation avant la traite? Est-ce qu'il y a des lavettes qui sont utilisées? Est-ce qu'elles sont propres? Est-ce qu'elles sont désinfectées? Si elles sont lavées, à quelle température elles sont lavées? Bien s'assurer qu'elles sont propres. On voit des fois des lavettes qui ne le sont pas et qui sont propices à l'introduction de germes dans les trayons. L'idée, c'est de pouvoir aussi aborder la qualité de la traite. Est-ce que la traite, elle est homogène sur les 4 quartiers? Est-ce qu'on a des résiduels de lait qui correspondent aux standards et à ce qu'on peut attendre d'une traite efficace? Pouvoir aussi analyser les pratiques post-traite et puis une hygiène générale autour de la traite. Donc là, on s'est posé toutes ces questions avec l'éleveur là à qui je pense sur les contaminations en lactation. Et mon rôle, ça a été de pouvoir lui proposer un plan d'action pour résoudre ces problèmes-là. Dans un premier temps, par la recherche de pathogènes, donc des analyses bactériologiques qu'il a réalisées avec son centre vétérinaire, donc sur des animaux qui n'avaient pas été soignés pour le moment. Et donc, ces analyses bactériologiques ont pu mettre en évidence la présence de staphylocoque doré. Voilà, donc il a fallu prendre des mesures rapides et correctives pour pouvoir contrer ces problèmes. Donc, ce qu'on a mis en place après discussion et en collaboration avec l'éleveur, c'était de pouvoir mettre du pré-trempage désinfectant moussant pour éviter les problèmes de lavettes mal lavées ou de salissures autour de la pré-traite, on va dire. La mise en place de bouchons adaptés pour les manchons lorsqu'on a des vaches à 3 quartiers. Il utilisait jusqu'alors des bouchons classiques qui reprenaient de ces bidons de lessive, avec le pas de vis finalement qui était au bout du manchon trayeur, qui était mal lavé parfois, donc qui pouvait aussi accueillir des résidus de lait qui repartaient dans le manchon ensuite. Donc il a repris des bouchons qui étaient adaptés. Il y a eu la mise en place de désinfection des faisceaux trayeurs après les vaches infectées pour pouvoir assurer que les staphylocoques étaient bien disparus pour brancher la vache suivante. Et puis, c'est équipé de gants en nitrile. Son salarié également. Hein, tous les opérateurs de la traite s'équipent de gants désormais pour réaliser la traite. Dans le parallèle, on avait également réalisé une vérification de la qualité de l'eau, qui nous montrait qu'à ce propos, il n'y avait pas de souci.
Donc voilà comment on a réagi sur les mesures correctives. Donc ça, c'est deux exemples qui peuvent servir de base pour travailler la qualité du lait. Donc je le disais, il y a un lien fort donc entre l'alimentation, la santé et l'immunité de nos animaux. Donc c'est des choses qui sont importantes à regarder. Il y a aussi les conditions de vie, la qualité de l'environnement qui est importante et qui agit sur la santé. Donc moi, mon rôle au quotidien, c'est de pouvoir travailler ces domaines-là et de comprendre les choses et de proposer des plans d'action. Donc dans mon quotidien, ce que je fais, c'est que je réalise des tours d'élevage qui me permettent de pouvoir mettre en évidence les failles qu'il pourrait y avoir. Il y a un travail important sur la qualité des fourrages. On sait qu'en bio, c'est la clé du système hein, pour avoir des fourrages de qualité. Donc ça passe par les choix variétaux, choisir des stades de récolte qui soient optimum pour la qualité de nos fourrages. Et puis derrière ça, c'est le travail sur l'alimentation, s'assurer que les besoins sont bien couverts en lactation, comme au tarissement, comme l'élevage de la génisse, à toutes les phases de la vie de l'animal finalement. De pouvoir refaire le point sur la couverture en minéraux, c'est aussi important pour la santé de l'animal et la couverture de ses besoins. Les choses majeures, c'est la sécurisation des stocks pour éviter les périodes de sous-alimentation. Donc là, ça passe par la prévision des besoins, parfois l'adaptation des effectifs et bien sûr du réajustement du rationnement. L'idée autour de tout ça, c'est d'éviter les stress et de contribuer à améliorer l'immunité. Voilà. Et puis derrière ça, c'est pouvoir mesurer les choix qu'on fait. C'est-à-dire, on prend des décisions, on met des choses en place, mais faut pouvoir mesurer qu'elles fonctionnent. Donc aujourd'hui, on a des outils qui nous aident à ça. On a le bilan audit mamelle qui permet comme je vous l'ai montré sur les premiers graphiques, de pouvoir apprécier l'efficacité du tarissement, par exemple. Mais on a aussi l'analyse sur les mammites. Est-ce que nos vaches guérissent correctement après les mammites? Est-ce qu'il y a des périodes qui sont plus à risque? Voilà. Et puis au final, c'est pouvoir faire un bilan technico-économique de tout ça et d'analyser les choses, de pouvoir estimer les gains qu'on a réalisés ou les pertes s'il y en a eu. Voilà, donc je dirais qu'il y a des attentes côté éleveur qui sont importantes, hein, d'avoir un interlocuteur qui connaît la production biologique et ses règles, et de pouvoir avoir des solutions adaptées au cahier des charges, et puis d'apporter des conseils qui soient des références fiables. Et donc aujourd'hui, on est formé hein, aux méthodes alternatives et nouvelles qui permettent de régler les problèmes. Donc mon rôle, c'est de connaître ces spécificités du bio, de prendre du recul aussi sur les pratiques qui sont faites au quotidien en élevage, pouvoir les analyser et puis de proposer des plans d'action pour résoudre les problèmes quand il y en a. Et puis, autant que possible, essayer de proposer des solutions qui soient innovantes et qui surtout donnent du résultat. Donc voilà sur ma partie. Hervé, je te laisse conclure sur ce volet. Merci Gaëtan. Donc on a fait un point sur l'ensemble de la qualité du lait en bio avec des attentes fortes du consommateur. Il faut des éléments pour se situer en élevage, d'avoir des indicateurs de pilotage et de conduite, de pouvoir utiliser des méthodes avec les bonnes conditions et les bonnes formations. Ça donne des résultats. Aujourd'hui, les éleveurs bio livrent à lait de qualité. Il y a des gains importants, que ce soit sur la gestion des taux ou des cellules. Les éleveurs ont encore des marges de progrès pour améliorer leurs revenus et pour maximiser en fait le gain qu'ils peuvent avoir avec la meilleure valorisation du prix du lait bio. Si vous avez des questions particulières, nous sommes à votre disposition et la présentation sera disponible en replay à la suite. Alors, je regarde si... On avait une question dans le chat, Hervé, une question de Vincent qui est posée. Donc, est-ce que le fait d'avoir un niveau de production moyen plus bas qu'en conventionnel peut expliquer le moindre besoin de recours aux antibiotiques? Alors oui, dans le sens où on a des vaches qui sont moins poussées, donc on va un peu moins tirer sur le potentiel de la mamelle, et évidemment que de diminuer en production, on améliore
la capacité de l'animal à combattre une petite infection qui viendrait. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais conclure en vous remerciant d'avoir assisté à cette présentation et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous aviez d'autres points à travailler. Merci à vous.